L'industrie de la mode fait partie des plus polluantes au monde et ses conséquences sur le plan humain sont désastreuses, on l'a compris. Pour contourner les accusations et se donner une image plus verte, les grandes enseignes de fast fashion et les marques de luxe multiplient surtout les opérations de communication. Mais quelles sont les initiatives réellement durables qui s'offrent à nous? Et quelle est la législation en la matière? Le marché de la seconde main est l'alternative la plus répandue, mais il n'est pas toujours simple de repérer les boutiques. C'est en tout cas le constat qu'a fait la chercheuse Katia Vladimirova, qui analyse depuis 2 ans l'écosystème de la mode durable en ville de Genève. Dans notre étude pour la ville, nous avons cartographié 50 boutiques qui existent d'occasion, y compris 28 boutiques indépendantes et 22 boutiques qui appartiennent à des organisations caritatives. Il y a une différence importante entre les deux. Les boutiques indépendantes sont les vrais business, les vraies petites entreprises qui payent les impôts, qui payent les loyers, etc. Et ce sont les entreprises circulaires qui contribuent à la circularité. Et il y a aussi des boutiques qui sont gérées par les organisations caritatives où le revenu de boutique aide à des organisations caritatives d'effectuer d'autres activités sociales qui sont importantes. Dans la même logique, mais en ligne cette fois, des applications comme Vinted, Depop ou encore Marketplace proposent la revente de vêtements entre pairs. Nombreux et nombreux sont les créateurs et créatrices qui, au niveau local, s'activent pour rendre la mode plus éthique et durable. En plus de privilégier le circuit court et de garantir une meilleure traçabilité, certains exploitent notamment des matières novatrices. Le tencel, par exemple. Le tencel, c'est fait avec de la pulpe d'eucalyptus, donc c'est de la pulpe de bois. Et donc c'est l'alternative écologique à la viscose. Et en fait, la différence, c'est que le tencel, son processus de fabrication est très écologique. On utilise un seul solvant bio et de l'eau. Et le solvant est recyclé à 99% et l'eau à 100%. Et il utilise 20 fois moins d'eau que le coton. Le tencel, c'est une marque déposée de la marque Lenzing, qui est une entreprise autrichienne. Et ça me permet d'être sûr que le bois vient de forêts gérées durablement, qu'il y a aussi les certificats Ecotex derrière et que c'est bien la société Lenzing en fait qui va transformer la pulpe en fibre. Et dans les matières peu demandeuses en eau, il y a également le lin et le chanvre. Et pour remplacer le cuir, les solutions peuvent paraître étonnantes. Le cactus, l'ananas, les champignons, mais aussi la banane, le maïs, la pomme ou encore le raisin. Et il est même possible de fabriquer du cuir en laboratoire. Ensuite, dans une logique de revalorisation des textiles, Camille Kunz a ouvert l'Upcyclerie, projet mené par Caritas. L'association genevoise reçoit chaque année environ 100 tonnes de vêtements et sur cette part, 45 est impropre à la vente, donc en trop mauvais état pour être vendus. Donc l'idée en fait c'est que plutôt que de les jeter ou de les redonner à des grossistes ou à d'autres structures qui vont recycler le vêtement, c'est d'essayer de créer une dynamique en fait autour de cette question-là via des ateliers couture pour les vêtements ou via un atelier bois pour tout ce qui va être ameublement, pour leur redonner une vie. Et puis on s'est dit mais comment est-ce qu'on y arrive en fait, comment est-ce qu'on arrive à rendre la chose commercialement attractive, entre guillemets, c'est d'insuffler le design, le côté design. Et donc pour ça on a fait appel à des collaborations, que ce soit avec la aide ou des personnalités du monde du design pour créer ces collections. Doubler la durée de vie des vêtements de 1 à 2 ans permet de réduire de manière considérable les émissions de CO2 au fil des ans. Et ça, Mikhail Roykov du projet Histoire sans chute l'a bien compris. Dans le cadre de ce projet, j'ai mené et j'ai activé donc une permanence couture hebdomadaire, gratuite pour la communauté étudiante et au-delà à la Farce, qui est une épicerie gratuite. Le but est de fournir un accompagnement à tout un chacun dans la réparation et la revalorisation de leurs vêtements afin de les faire durer plus longtemps. A priori, dans le vêtement, tout est réparable. Il suffit de connaître les techniques. Donc, il est possible de repriser à la main, comme à la machine. Donc, ici, nous avons un patch posé à la machine. Donc, une chute de tissu de jean posée sur un autre jean. Ici, on a donc un patch posé à la main cette fois-ci. C'est une technique qui vient du Japon qui s'appelle Sashiko. Il est également possible à la main de retisser la fibre grâce à des petits métiers à tisser, voilà. Et pour finir, en cas d'achat neuf, si vous avez un doute quant à la durabilité du vêtement, il est possible de vérifier via une application, Good On You, qui se base sur 3 critères d'évaluation: le travail, l'environnement, l'exploitation animale.
Revoir nos habitudes de consommation semble donc primordial. Mais est-ce que tout doit reposer sur les épaules du consommateur? Quelles sont les avancées en termes de loi depuis l'effondrement du Rana Plaza il y a 10 ans? Le Rana Plaza, ça a permis une prise de conscience quand même au niveau international des conditions dans lesquelles nos vêtements sont fabriqués. Sur le volet sécuritaire, il y a eu la signature d'un accord historique pour améliorer la santé et la sécurité des bâtiments au Bangladesh. Près de 200 marques qui ont signé cet accord, qui prévoit des inspections indépendantes dans les usines. Donc plus de 1600 usines ont été inspectées, des mesures ont été prises. Elles emploient 2,5 millions de personnes, donc c'est 2,5 millions de personnes qui, au Bangladesh, travaillent maintenant dans des meilleures conditions de sécurité. Ça, c'est extrêmement positif. Cet accord sur la santé et la sécurité a d'ailleurs été renouvelé en 2021 et va plus loin. Initialement prévu pour le Bangladesh, il a été étendu à d'autres pays, comme le Pakistan. À ce jour, 206 enseignes de la mode ont signé l'accord, dont 5 entreprises suisses. Coop, Migros, Taliwell, Triumph et Mammouth. Ensuite, en mars 2017, a vu le jour en France la loi sur le devoir de vigilance. C'est la première loi qui impose aux entreprises une transparence afin d'atténuer les risques d'atteinte aux droits humains et à l'environnement tout au long de leur chaîne d'approvisionnement. Et le 1er juin 2023, les députés européens ont finalement adopté la directive à l'échelle européenne. La proposition actuelle concerne autant les entreprises européennes que celles étrangères qui vendent des produits sur le marché de l'Union. Les marques comme Nike et Shein pourraient donc être visées. Reste encore à trouver un compromis avec les États membres. L'adoption du texte final se fera d'ici 2024. Et à l'échelle suisse, qu'avons-nous pour contraindre les entreprises? Dans les stratégies suisses sur le développement durable, on voit qu'on mise uniquement sur l'approche volontaire. C'est-à-dire de se dire qu'il faut mettre en place des choses pour sensibiliser les consommateurs et consommatrices, pour les aider à faire de meilleurs choix, mais rien pour contraindre les entreprises à agir de manière responsable. La fast fashion, la mode éphémère, c'est un problème systémique de gaspillage de ressources, de surconsommation, et il faut vraiment des législations pour encadrer ce business. Dans l'ensemble, le problème qui subsiste concerne la rémunération des employés. On voit qu'il n'y a pas eu de remise en question du modèle d'affaires de la fast fashion. Ça veut dire que les personnes qui fabriquent nos vêtements au Bangladesh, mais aussi dans plein d'autres pays producteurs, gagnent toujours des salaires de misère, travaillent beaucoup et n'ont pas de liberté syndicale. Donc à l'époque du drame, les couturières gagnaient environ 30 francs par mois. Aujourd'hui, on est 10 ans plus tard à 70 francs par mois, donc c'est vraiment un salaire de misère, pas du tout possible de vivre décemment dans ces conditions. Et on estime qu'il faudrait 450 francs par mois au Bangladesh pour couvrir ses besoins de base. On arrive au terme de cette série. Et le mot de conclusion, je laisse à quelques-unes et quelques-uns de mes interlocutrices et interlocuteurs rencontrés au fil des semaines. J'aurais comme conseil de retrouver le bonheur. Et le bonheur, je crois qu'il se trouve dans la patience. Je pense que ce qui est important, c'est quand on achète des vêtements, de toujours réfléchir vraiment, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Ce produit en polyester, il ne ressemble pas déjà à celui que vous avez dans le placard. Pour rester au-dessous de limite planétaire des 1,5 degrés, on peut acheter pas plus que 5 vêtements neufs par personne par an. Le vêtement qui pollue le moins est celui que vous avez déjà, celui qui est déjà dans votre armoire. Réfléchir comment est-ce qu'ils ont été conçus, tout simplement. Et qu'on s'éloigne culturellement de l'idée qu'une peau est une matière. Les peaux ne sont pas des matières, les animaux ne sont pas des produits. Pour moi, la mode de demain, je vois juste de consommer moins mais mieux.